Désolé, je suis de retour après un appel de hameçonnage. Bon, donc, on a un volume précis qui contient un gaz avec une pression puis une température. Qu'est-ce qui arrive si on double la taille de la boîte ou on double la taille du système? Bien entendu, le volume, comment est-ce qu'on fait? On le fait en doublant la taille du contenant. Donc, je vais redessiner peut-être. Donc, on a notre boîte qui est du même volume, même si je ne suis pas artiste. Puis on le double. Donc en principe, le volume maintenant, c'est pas V, c'est 2V. Qu'est-ce qui arrive à la pression et la température? Bien entendu, ils vont dépendre du système. Donc, il faut qu'on précise, on ne double pas simplement le volume, on double le système. Donc, on a deux copies du système qui, ensemble, ont un volume de 2V. Pourquoi est-ce qu'on fait cette précision-là? Parce que la pression du système original puis la pression du système en copie sont les mêmes. La pression du système au complet, c'est la même. Puis c'est la même chose pour la température. Donc le par contre, ici que j'ai en parenthèse, si on double simplement le volume sans changer, sans additionnant une autre copie du système, bien entendu, la pression va diminuer, la température va diminuer. Okay, donc, cette discussion-là, c'est pour vous montrer que le volume est un type de variable différent que la pression et la température. La pression et la température, en principe, sont indépendants du taille du système. Le volume ne l'est pas. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que le volume soit une propriété intensive? Oui, et d'habitude, la recette, disons, c'est de diviser par le nombre de moles. Donc, pour convertir, disons, donc Vm, qu'on a dit tantôt, c'était V divisé par N, le volume molaire est intensif. Okay, des autres exemples que peut-être on verra dans le cours, peut-être non. Si on a une réaction chimique avec un nombre de moles précis, l'énergie évolue par cette réaction est extensive. L'énergie molaire, donc si on divise par le nombre de moles, c'est une quantité qui est molaire, qui est intensive. Donc des énergies par mol sont intensives, des énergies brutes sont extensives, par exemple. Bon, donc, qu'est-ce qui distingue un gaz parfait d'un gaz réel dans la vie? Donc, un gaz réel, et quand je dis un gaz réel, je veux dire quelque chose qu'on peut voir dans un laboratoire, qu'on peut voir dans la vie. Donc, le mot réel veut dire dans la réalité, non pas un modèle physique. Donc, un gaz réel se distingue d'un gaz parfait par les interactions intermoléculaires.
Si on se rappelle un gaz parfait, les sphères dures dans la boîte, il n'y a aucune interaction entre les sphères, sauf par des collisions qui sont complètement brèves et très très peu probables. Donc, la différence entre un gaz parfait, qui est facile à calculer, puis un gaz réel qui est en principe difficile, c'est les interactions intermoléculaires. Donc, des exemples. Hélium, azote, puis H2O, disons H2O gazeux, sont tous des gaz. Si on les traite comme, comme des gaz parfaits, comment est-ce qu'ils sont distingués? Seulement par leur masse molaire. Cependant, vous êtes des étudiants en chimie, la plupart de vous, vous connaissez que hélium gazeux est très différent que N2A gazeux, qui est très différent que H2O gazeux. Comment? Parce qu'ils ont des points d'ébullition qui sont très, très, très différents. En particulier, la température d'ébullition, ou le point à laquelle on a un changement de phase entre liquide et gaz, pour HE se trouve vers 4 Kelvin, donc très 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 basse température. Pour N2, ce que vous utilisez dans le laboratoire, environ 77 Kelvin. Puis H2O, c'est une transition de phase qu'on fait en cuisant les pâtes ou plusieurs choses. Vous le savez, c'est 373,15 Kelvin. Donc, en termes de molécules, qu'est-ce qui distingue ces trois gaz? Les interactions intermoléculaires entre les soit molécules de hélium, soit les molécules d'azote ou soit les molécules de H2O. Les interactions sont très différentes, ce qu'on verra aujourd'hui. Donc, pour un gaz parfait, on ne traite pas les interactions. Disons, un gaz parfait et la conséquence qui est vraiment importante concernant ce qu'on vient de discuter, un gaz parfait ne condense jamais en liquide. Pour faire la transition entre gaz et liquide, il faut avoir des interactions qui gardent les particules, les molécules en même place. Okay. Donc, un gaz parfait n'a aucune interaction intermoléculaire, donc il ne condense jamais en liquide. Par contre, pour les gaz en général, c'est pas si mal comme point de départ. Donc, même si un gaz parfait n'est pas la réalité, c'est un point de départ numérique à laquelle on peut ajouter des corrections pour avoir une meilleure description de la réalité. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la prochaine leçon.
Pour l'instant, on va regarder les points d'ébullition puis les énergies de vaporisation pour des substances en particulier et on va discuter les types d'interactions intermoléculaires. Bon, donc, un gaz réel a un point d'ébullition TB minuscule et une enthalpie de vaporisation qu'on dénote d'habitude delta vap H. Les deux sont reliés et ils donnent une indication de l'importance des interactions intermoléculaires. Si on a un point d'ébullition qui est extrêmement haut, comme pour H2O, on suppose que les interactions intermoléculaires sont très importantes. Si on a un point d'ébullition extrêmement petit, comme pour hélium, on suppose que les interactions sont faibles. Donc, en général, TB et enthalpie de vaporisation donnent une indication de l'importance des interactions intermoléculaires. Okay, puis on peut dire en général, c'est pas toujours le cas, mais d'habitude, les espèces, quand je dis espèces, substances, peu importe, quelque chose. Donc, des espèces particulières sont hélium, azote, H2O. Moins lourds et moins polaires ont un point d'ébullition moins élevé. OK, là, on va regarder des exemples. Je ne veux pas que vous mémorisez les exemples, mais quand même, il faut comprendre ce qui se passe. C'est bon d'avoir une idée brute, pas fixe, mais une idée brute de ce qui se passe. Bon, donc, les exemples qu'on a vus déjà, hélium. Donc, H2, on va regarder aussi. N2, argon, CO2, puis C2H5OH. OK, donc on a une masse molaire en grammes par mol. TB. Quelle unité pour TB? Toujours Kelvin. Pour degrés Celsius, toujours Kelvin, puis delta vap H. Delta vap H et TB sont en principe très reliés, mais on va les mettre les deux parce que pourquoi pas. Bon, donc, hélium, la masse, peut-être vous le savez, c'est 4, 2, 28, 40, 44, puis 46. S'il faut savoir les masses d'une espèce pour un examen, je vous les donnerai. Par contre, comme chimiste ou étudiant en chimie, ce n'est pas une mauvaise idée de savoir au moins toutes ces espèces, sauf argon qui est moins utilisé, mais les autres, certainement carbone, oxygène puis azote, ça vaut la peine de les savoir. Bon, les points d'ébullition, 4,2, 20,4, 77, 87,
Il faut préciser que CO2 à une pression atmosphérique ne forme pas un liquide stable. C'est une sublimation entre CO2 solide puis CO2 gazeux. Bon, donc les enthalpies sont reliées. Encore une fois, ne mémorisez pas ces valeurs numériques. Bon, donc on va essayer d'expliquer les tendances. Donc, sur cette page, on va commencer avec H1 puis H2. Donc, H1 et H2 ont une masse similaire. Mais TB pour H1 est inférieur à TB pour H2. Et assez appréciablement, comme 4 Kelvin versus 20 Kelvin, on voit une différence. Donc, le pourquoi. Donc, He, si on le dessine comme molécule, on pense à une sphère complètement symétrique. Donc, c'est quoi le cercle que j'ai dessiné? Disons la densité électronique. En moyenne, la densité électronique est complètement symétrique pour He. Elle peut changer d'une manière ou une autre, mais en gros, c'est symétrique. H2, si on dessine sa densité électronique, encore complètement symétrique, mais c'est plus facile de le polariser. Donc, si on fait un petit changement, disons là, on peut, disons, on va garder. Donc, si on fait un petit changement là, la densité électronique ici va diminuer, qui causera une augmentation de densité là. Si on le faisait pour une sphère, oui, ça arrive, mais l'effet est moins. Donc, le message de ce croquis, c'est qu'on peut polariser la densité pour H2 plus facilement. Donc, il y a des mots qu'il faut qu'on dise aussi. Donc, si la densité ici est diminuée, on a moins de densité électronique que d'habitude. On a un dipôle, on a un manque d'électrons, donc on a une charge instantanée un peu positive. Puis de l'autre côté, à cause que la densité électronique a augmenté instantanément, on a une charge partielle négative instantanée. Donc, vu en moyenne, cet effet n'arrive pas, mais à chaque instant, ça peut arriver. Ça peut arriver des deux côtés, donc en moyenne, ça s'annule. Si on a une charge instantanée d'un bord puis une charge instantanée de l'autre bord, on a un dipôle instantané. Et cette dipôle instantané a plus d'interaction que si ce n'était pas là. Donc, c'est ça qui arrive. On va voir ça en plus de détails. Bon, donc, en premier, on va discuter la forme des interactions. Ensuite, on va retourner à l'exemple de argon CO2 puis C2H5OH.
Donc, ayant une espèce AB, donc quelque chose A puis quelque chose B, peuvent être des molécules, peu importe, peuvent être la même molécule. En général, ils sont séparés d'une distance R. On peut dessiner l'énergie potentielle comme une fonction de R. Donc, on a déjà vu l'énergie cinétique, qui est l'énergie de mouvement. Quand on a une interaction entre deux choses, on l'appelle une énergie potentielle. Donc, on écrit énergie potentielle. Puis, je vous dis directement que c'est l'énergie d'interaction. Okay. Donc, l'énergie cinétique est toujours positive. Par contre, l'énergie de potentiel peut être soit positive ou soit négative. Donc, c'est pertinent d'avoir un point de référence 0. Donc, si l'énergie du potentiel représente les interactions, un gaz parfait n'a aucune interaction, donc l'énergie d'interaction pour un gaz parfait est 0. Donc, on peut simplement dire que ça, c'est un gaz parfait. Par contre, pour une vraie substance comme AB, quand la distance est très très courte, on a quelque chose de positif. Ensuite, on a une région négative, il y a un minimum, puis à très longue distance, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'énergie du potentiel est négative, on stabilise le système. On stabilise le système en baissant l'énergie. Donc, si l'énergie du potentiel est négative, on a une stabilisation du système. Les deux choses aimeront être proches les uns les autres. Donc, l'effet est attractif. Donc, dans la région où l'énergie du potentiel est négative, les effets intermoléculaires attractifs sont dominants. Quand l'énergie du potentiel est plus grand que 0, on déstabilise le système en ayant A et B dans cette région-là. On augmente l'énergie, on déstabilise le système. Ce sont les répulsions qui sont dominantes. Bon, finalement, à très longue distance, donc quand R est grand, et on peut souligner grand parce que R doit être vraiment grand, l'énergie du potentiel est plus ou moins 0. Pourquoi? Parce que A et B sont si séparés que les interactions sont pratiquement nulles. Donc, à très grande distance, les interactions entre les molécules A et B sont 0. Traité comme un gaz parfait, à toute distance, on a l'énergie du potentiel 0. Traité comme quelque chose de réel, on a une région où les effets dominants sont attractifs, quand l'énergie du potentiel est inférieure à 0. On a une région où les répulsions sont dominantes, quand A et B sont très très proches les uns les autres. Et quand R devient très grand, l'énergie du potentiel tend vers 0. Donc, en gros, les interactions intermoléculaires ont tous cette forme-là. Il y a toujours des effets attractifs et des effets répulsifs. A et B ne peuvent pas occuper le même espace, donc quand R devient très, très, très petit, on a quelque chose qui tend vers quelque chose de très, très grand. Impossible. OK, donc toutes les interactions ont cette forme-là. Qu'est-ce qui les distingue? La forme particulière du fonction. Ils sont tous des puissances de R, mais de puissance particulière. On verra ça. Donc, il y a plusieurs types d'interactions. Le premier est la plus forte.
c'est entre deux ions. Donc, si on a un ion chargé puis un deuxième ion chargé, l'interaction entre eux est très, très forte. OK? Par contre, d'habitude, on n'a pas de gaz composé de ions, ce sont des solides. OK, les facteurs qui ont une influence, et là, c'est évidemment la charge sur les ions. Si on a une charge de 3+, et une charge de 1+, celle qui a une charge de 3+, interagira plus fortement avec une charge négative de la même grandeur. Okay, donc, ion-ion, c'est le plus fort. Une idée d'une magnitude, là, ce sont des chiffres pas précis, disons. Et là, c'est vraiment pas précis, je dis simplement grand. OK, donc, ion-ion, le plus fort. Ensuite, on a ion avec un dipôle. Et on précise un dipôle permanent. Donc là, on a quelque chose comme ça. Puis une molécule qui n'est pas symétrique, qui a une côté qui est plus moins que l'autre. Donc, des molécules ayant un dipôle permanent, par exemple H2O, on a un dipôle permanent. Encore une fois, ce n'est pas habituel pour des gaz, mais ça se trouve pour la solvatation des ions. Donc, on ne discutera pas ce cas en détail. Par contre, encore une fois, la charge des ions. Et la grandeur du dipôle, ce qu'on appelle le moment dipolaire. OK, là, j'ai un chiffre un peu rough. Bon. Donc, ion-ion, ion-dipôle sont pas vraiment pertinents pour des gaz, donc on continue. Vous pouvez deviner qu'en prochain, on a dipôle permanent, dipôle permanent. Et ce sont les interactions qui sont les plus importantes pour H2O gazeux, pour des autres gaz qui ont des dipôles permanents, comme les alcools. Les facteurs importants, c'est simplement les moments dipolaires. OK, puis grandeur qui est appréciablement plus petit que pour ion dipôle. Bon, tantôt, on a vu que même si on n'a pas de dipôle permanent, à un moment instantané, la densité électronique peut changer et il peut avoir un dipôle induit pendant un montant de temps. Donc, le prochain, c'est entre dipôle puis dipôle induit. Donc, bien entendu, on peut dessiner un dipôle de la même façon. Puis, une molécule avec un dipôle induit, en moyenne, n'a pas de dipôle. Donc, il n'y a pas de dipôle permanent. Par contre, la densité électronique peut changer pendant un petit montant de temps, pendant lequel il y a un dipôle qui est induit. OK, donc, le moment dipolaire du dipôle. Et l'autre facteur qui est important, c'est la tendance de la deuxième molécule à avoir un dipôle induit. Comment facilement est-ce qu'on peut changer la densité électronique pour qu'il y ait un dipôle? On appelle cette propriété-là la polarisabilité.
si vous voulez être précis avec une définition mathématique, c'est une dérivée de la densité électronique avec une charge. Pour ce cours, on oublie ça. Bon, bien entendu, les forces sont moins importantes. Okay, finalement, dipôle induit, dipôle induit. OK, les facteurs importants sont les polarisabilités. Et ils sont beaucoup plus faibles en général. OK, puis là, on a plusieurs gaz avec cet effet qui est comme l'effet dominant. Donc, c'est un effet bien connu et je ne serais pas surpris si, en principe, vous l'avez déjà vu. On appelle cet effet l'effet de dispersion. En français, je ne sais pas si on dit dispersion, mais en anglais, on dit dispersion. L'effet ce sont des interactions de London. London, le surnom d'un chercheur, pas la ville. Puis, les effets van der Waals. OK. Dans des anciens textes, ou des textes un peu plus récents aussi, souvent on distingue les effets van der Waals en type, on oublie ça. Ce sont tous des effets comme ça, c'est assez pour ce cours. Bon, donc avant de passer avant de discuter CO2, argon puis C2H5OH, on va regarder rapidement. Donc, les interactions ont tous cette même forme-là, où l'énergie du potentiel est une fonction, que je ne veux pas égale, proportionnelle à R à une puissance pas définie. Donc, ils sont tous de cette forme-là. On peut l'écrire d'une façon plus cohérente pour vous. Donc, 1 sur R à une puissance A. Donc, les effets les plus dominants sont solide, ion-ion. Dans ce cas, l'énergie du potentiel est proportionnelle directement à 1 sur R. Donc, A est égal à 1. Puis, elle tend vers 0 lentement. Si 1 sur R tend vers 0 lentement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les interactions ont un effet à R plus grand. Donc, il faut séparer les ions beaucoup plus avant que les interactions disparaissent. Okay. On ne fera pas tous les cas, mais rendu à la fin, on a EP qui est proportionnel à 1 sur R aux puissance 6. 1 sur R aux puissance 6 tend vers 0 beaucoup plus rapidement que 1 sur R. Donc, à cause que 1 sur R au puissance 6 tend vers 0 rapidement, les interactions dipôle-induit tendent vers 0 très rapidement. Ils sont des interactions à très courte distance. Les interactions ion-ion, par contre, sont des interactions à très longue distance. Donc, on peut...
Bon, donc là, on va discuter plusieurs cas en particulier, comme exemple. Le concept de polarisabilité est très important. On ne vous demande pas des arguments précis avec la symétrie, mais il faut comprendre que la densité électronique peut changer instantanément. Ça cause un dipôle induit qui cause une interaction avec un autre dipôle ou un autre dipôle induit. Bon, donc les interactions dominantes pour les gaz sont dipôle-dipôle. Et là, je veux préciser encore une fois, dipôle permanent versus induit. OK, et là, je vous donne un autre exemple. Donc, Br2, puis je ne vais pas essayer de nommer cette molécule en français. ICl ont des masses très, très similaires. Puis on précise parce qu'il faut que je vous encourage de toujours écrire vos unités. Puis là, je rapporte des points d'ébullition en degrés Celsius quand je vous ai dit on ne fait pas ça. Bon, donc les masses sont presque identiques, mais les points d'ébullition ne sont pas. Pourquoi? Si on dessine BR2, c'est une molécule symétrique, donc il n'y a pas de dipôle permanent. Okay. Par contre, le dipôle induit se forme facilement parce qu'on peut changer la densité électronique de cette espèce facilement. OK, puis l'autre cas, c'était l'autre molécule, ICl. C'est asymétrique, donc un des deux est plus électronégatif que l'autre. Puis en principe, comme un prof en chimie, je suis censé savoir lequel est plus électronégatif. Je pense que c'est comme ça. Donc, c'est asymétrique. À cause que c'est asymétrique, il y a une côté qui est plus chargé que l'autre. Donc, on a un dipôle permanent. Ce dipôle n'est pas très prononcé, mais quand même, c'est un dipôle permanent. À cause de ça, les interactions dipôle-dipôle sont... À cause qu'il y a un dipôle permanent, les interactions pour ICl sont plus fortes à cause que les interactions dipôle-dipôle sont beaucoup plus importantes que dipôle induit, dipôle induit. OK. On regarde un autre exemple plus extrême. Si on regarde H2 versus I2, okay, et je vous précise directement que ce diagramme n'est pas à l'échelle. Bon, donc H2 est une molécule qui est petite, symétrique, donc pas de dipôle permanent. Cependant, on peut polariser instantanément, puis on a un dipôle induit. Bon, si on regarde I2, encore une fois symétrique, encore
Encore une fois, aucun dipôle permanent. Puis on dessine un lien. Combien de liens est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une question productive, on oublie ça. Bon. La partie qui est importante que j'ai mis là, c'est pas à l'échelle. Les iodures sont beaucoup, beaucoup plus grands que les H. C'est difficile de communiquer ça avec ce diagramme-là. Bon, donc, si on fait un petit changement à la densité électronique, le dipôle induit est beaucoup, beaucoup plus prononcé. I2 est beaucoup plus polarisable que H2, donc les interactions sont plus fortes. Le message, les interactions dipôle induit sont beaucoup plus fortes pour des molécules plus grandes à cause que c'est plus facile à changer leur densité électronique. Autrement dit, ils sont plus polarisables. OK. Puis finalement, on va regarder l'exemple qui était dans le tableau au début. Donc, argon, CO2, puis C2H5OH. Dans le passé, j'ai demandé une question à l'examen de ordonner ces trois espèces avec leur point d'ébullition. Vous êtes capable de le faire en utilisant l'argument qu'on fait maintenant. Donc, ils ont des masses qui sont très similaires, donc ce n'est pas ça. Par contre, si on fait un dessin de argon, CO2 puis C2H5OH, ça sera immédiatement évident pourquoi les points d'ébullition sont différents. Donc, en premier, on va... OK, ce n'est pas un cours de chimie organique. Par contre, il faut que vous saviez qu'il y a un dipôle là. Donc, on a C... OK, c'est évident que je ne fais pas ça d'habitude. Donc, on a cette partie-là qui est plus négative que les autres. Donc, je ne sais pas directement la direction du dipôle, mais on a un dipôle permanent. Ce qui veut dire que les interactions entre deux molécules de C2H5OH sont de la manière dipôle-dipôle, qui sont beaucoup plus importantes que dipôle-induit. Donc, C2H5OH a un point d'ébullition plus haut. OK. Argon, je veux que vous compreniez que c'est sphérique. Puis CO2, c'est linéaire. OK. Donc, les deux sont complètement symétriques, pas de dipôle permanent. Par contre, CO2, on peut changer la densité électronique plus facilement parce que c'est moins symétrique que la sphère. Donc, plus polarisable. On peut changer la densité électronique plus facilement. On peut donc causer un dipôle induit instantané plus facilement. Donc, les interactions entre CO2 et CO2 sont dipôle induit. La même chose pour l'argon.
Mais pour CO2, les interactions sont plus fortes à cause que CO2 est plus polarisable que argon. Donc, pour leur point d'ébullition, on a que argon, qui a seulement dipôle induit, est inférieur à CO2, qui a aussi seulement dipôle induit, mais les interactions sont plus fortes car CO2 est plus polarisable, qui est plus petit que C2H5OH, qui a des interactions dipôle-dipôle qui sont donc beaucoup plus fortes. Bon, donc, ces capsules, on considère des effets qualitatifs qui nous donnent des interprétations physiques. C'est important de comprendre les types d'interactions qui se présentent entre les molécules dans un gaz. Encore une fois, pour un gaz parfait, on oublie complètement les interactions. Si les interactions sont importantes, c'est une mauvaise approximation. Dans la prochaine capsule, on va décrire un gaz réel comme mathématiquement, puis on va faire des approximations plus en détail que pour un gaz parfait.